Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Vous l'aurez remarqué, ce n'est pas Rine Déby qui assure la modération, mais c'est moi, Pauline Ongono, parce que pour des raisons professionnelles qu'il appelait, il n'a pas pu être là avec nous. Est-ce que vous me recevez bien, s'il vous plaît? Juste un signe. Voilà, on ne recevait pas avant. Ah, ok, ok. Donc, comme je le disais, je remplace Rine Déby à cet échange. Bien, donc on a avec nous aujourd'hui Cynthia Itaba, qui est directrice de la maison d'édition Transmédia Kalara. Elle est auteure, elle est réalisatrice. On a Loïs Irène Noira, qui est la directrice de la maison d'édition Tila Africa. Elle est auteure de deux polars africains, notamment Brigade 14, l'affaire Cathy Kane, et Brigade 14 Judas. On a Ibrahima Bangoura, notre Guinéen, qui est directeur des éditions Wakara et consultant formateur en digitalisation et appréciation informatique. Et on a Gaïa Esaü, qui nous a quitté un moment. Ah, il est là. On a Gaïa Esaü, qui est le directeur des éditions Guigues à Moulvoudaï, à l'extrême nord du Cameroun. Et il est aussi auteur. Nous allons échanger aujourd'hui sur 90 minutes sur le thème éditeur-auteur, penser et livrer, mais encore. Bien, chers invités, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Cynthia, bonjour. Cynthia, vous nous recevez? Irène, est-ce que vous nous recevez? Oui, je te reçois très bien, Pauline. Bonjour à tout le monde. Bonjour Irène, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. D'accord. Donc, on va commencer par une question toute bête, on va dire comme ça. Pour vous, c'est quoi être éditeur? Pourquoi l'édition? Je vais commencer par vous, Gaïa Esaü. Parce que tout à l'heure, j'ai lu vos différentes biographies et il n'était marqué nulle part une formation en édition. Alors, pour vous, ça veut dire quoi être éditeur? Bonjour, bonjour Madame Pauline. J'espère que tout le monde se porte bien et également la littérature au Cameroun se porte bien. Merci. Bon, en tant qu'éditeur, tout d'abord, en tant qu'amoureux de la littérature, la question c'est quoi l'édition, c'est quoi être éditeur et tout. C'est que l'édition, tout d'abord, pour moi, en tant que directeur de la maison d'édition, l'édition, c'est la science. En fait, pour moi l'édition, c'est une science qui permet au monde d'avoir accès à la connaissance. En fait. Mais parce qu'à travers l'édition, nous avons des livres, nous avons des manifestations culturelles, des manifestations scientifiques, des manifestations littéraires, peu importe la nomenclature, dédicaces, ateliers de culture et tout ce qui est littéraire. En fait. Donc l'édition, pour moi, c'est cette machine-là qui permet au monde, à la communauté mondiale d'avoir des connaissances, d'avoir accès à la connaissance. Parce que tout ce qui existe, s'il n'y a pas l'édition, s'il n'y avait pas l'édition, tout n'existerait pas. Peu importe. Oui, parce que les connaissances, même la technologie,
l'intelligence artificielle, peu importe le domaine d'activité auquel le monde vit, bien peu importe le domaine, peu importe le domaine de la vie, s'il n'y avait pas l'édition, tout ça n'existerait pas. Si on choisit par exemple, choisissons par exemple les domaines de l'ingénierie par exemple, il faut avoir, tout le monde a besoin, disons, de l'édition pour corriger, pour peaufiner un outil et tout. Donc, il faut l'édition dans ça. On ne peut pas seulement comme ça prendre la littérature et l'ingérer dans l'ingénierie sans toutefois faire appel à ceux qui s'occupent vraiment de l'édition, c'est-à-dire ceux qui corrigent, ceux qui peaufinent. Donc, l'édition est dans tous les domaines d'activité de la vie. L'édition, pour moi, est cette machine-là qui façonne le monde. Et cette machine, et cette technologie qui est au-delà de toutes les technologies du monde. Oui. Parce que c'est elle d'abord la base de toute existence, je peux dire comme ça. Oui. Sans l'édition, nous n'aurions rien en fait dans ce monde. Voilà, donc l'édition pour moi est cette machine-là qui permet au monde d'avoir accès aux connaissances, d'avoir accès à la science et tout type de sciences, tout type de connaissances. Voilà, donc l'édition pour moi, en gros, c'est un peu ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, l'édition, livre, tout ça, je ne vais pas entrer dans ça. Mais l'édition, d'abord pour moi, c'est la base de toute connaissance. D'accord, Gaïa, donc la base de toute connaissance. Donc, d'après vous, sans édition, rien n'existe. En fait, pas de connaissance, pas de culture, pas d'élévation. C'est bien cela? Tout à fait. Parce que sans l'édition, on aurait des connaissances molles, des connaissances sans scientificité. C'est un peu ça. Mais Irène Noir, bon, je vais rebondir sur ce que Gaïa vient de dire. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, là, on va entrer rapidement dans le vif du sujet, parce que là, il a indiqué que sans édition, c'est-à-dire les gens qui corrigent, les gens qui donnent leur quitus, justement, pour que les choses soient en lumière, en lumière, sans l'édition, il n'y aurait rien, sauf que nous savons que la littérature orale a longtemps existé, justement. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet, parce que là, on parle de penser et livrer. Est-ce qu'il faudrait qu'on s'arrête, justement, aujourd'hui, à cet aspect je vais dire de la livraison, entre guillemets, de l'édition, justement, dans ce sens premier-là, ou alors, est-ce que vous voyez en ça une autre option, justement, parce que si on a mis un pas sur sa flot, c'est aussi pour voir les perspectives d'évaluation, et justement, dans le thème, c'est bien écrit, mais encore. Alors, pour vous, justement, qu'est-ce que représente le mais encore de ce thème? Irène Noir. Ok, merci de me passer la parole. Alors, c'est vrai, l'éditeur, c'est le lien qu'il y a entre l'auteur et le lecteur, pour moi, personnellement. Mais l'éditeur ne peut pas seulement rester ce lien-là. C'est-à-dire que il ne doit pas seulement se contenter d'être comme un passeur, comme celui vers qui on vient, on donne le livre et puis maintenant il le transmet. Donc, l'éditeur, pour moi, doit penser autrement la littérature. Comment est-ce qu'on va offrir cette littérature? Alors, comment on va la faire découvrir de diverses manières? Est-ce qu'on va seulement la faire découvrir à travers le format papier? Est-ce qu'on va la faire découvrir aussi à travers l'édition numérique ou même encore des livres audio? Donc, pour moi, l'intérêt, je me suis intéressée au monde de l'édition justement pour explorer tous ces autres domaines, pour voir comment est-ce qu'on peut repenser l'édition, comment est-ce qu'on peut repenser les livres, comment on peut faire en sorte que le livre soit accessible à tous les niveaux, que ce soit oral, que ce soit audio, que ce soit en format papier ou alors pour ceux qui aiment lire en format numérique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ferme ton micro, s'il te plaît, Hélène. Vous ne m'avez pas suivi? Ferme ton micro, s'il te plaît. Ok, Irène, d'accord, nous allons revenir là-dessus. Ibrahim Abangoura, en parlant donc de l'accessibilité qu'a évoqué tout à l'heure Irène,
l'accessibilité. Ça, c'est l'une des choses, mine de rien, qui mine énormément la chaîne du livre, l'accès au livre. Voilà, justement. Alors, quelle est votre maison encore? Dans votre maison d'édition, édition Wakara, je rappelle. Et d'ailleurs, je salue les personnes qui sont connectées et qui nous disent déjà bonjour, notamment Calixte et Michael Nenba. Quand on parle d'accessibilité, justement, et l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes informaticien, vous avez de grandes connaissances en informatique. Alors, qu'est-ce que vous apportez, justement? Quel est le plus que vous donnez à vos auteurs, justement, dans ce mais encore-là? C'est-à-dire que l'accessibilité, est-ce que l'auteur vient uniquement et vous faites ce qu'un éditeur doit faire de manière basique? Ou alors, est-ce que vous mettez en pratique vos compétences en informatique, justement, pour qu'il y ait ce plus-là? Et surtout, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens, si c'est le cas? Ok. D'accord. Donc, je disais merci, merci Pauline, merci pour la parole. Et déjà, je dis bonjour à ma consoeur Tila Africa. Et déjà, il faut, avant de répondre à la question, je vais dire que je remercie la structure Acolyte pour de nous avoir mis en relation avec les différents éditeurs d'Afrique. Déjà, avec Tila Africa, par le biais des Acolytes, nous avons pu signer un partenariat entre la maison d'édition Wakara et Tila Africa. Donc, je pense qu'il y a des très bonnes choses qui vont venir dans la déjà, il y a un partenariat. Je vous applaudis. Et nous avons commencé à j'ai envie. Excusez-moi, j'ai envie de dire mission accomplie parce que c'est ça l'un des buts du SAPLO, de créer ces liens-là. Alors vraiment, je suis très contente. Hein? Donc, j'applaudis encore très fort. Allez, allez, Ibrahima. Okay. Moi, je pense que c'est vrai. Il faut éditer, comme l'auteur, il faut faire son livre, mais il faut aussi l'accompagner. L'accompagner dans la communication, surtout l'accompagner dans la communication, parce qu'un livre qui est édité, un livre qui est fait et qui n'est pas, sur lequel une communication n'est pas effectuée, les lecteurs ne sauront pas qu'il y a tel livre qui est fait. Donc, personne ne saura que le livre est bon. Personne ne saura que le livre peut être un best-seller. Il faut donc accompagner l'auteur dans la communication aussi. Il faut accompagner l'auteur dans la visibilité de son manuscrit, mais même aussi accompagner l'auteur, même sa propre personne, lui donner par exemple la chance de passer soit sur les réseaux sociaux, faire des spots télé sur lui si c'est possible, faire lui permettre de passer dans les radios pour pouvoir vraiment véhiculer le contenu de son livre. Parce que tout le monde n'a pas la même accessibilité par rapport au livre en question. Il y a certains, ils sont très connectés. Supposons quand c'est les jeunes, ils sont très connectés sur les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent savoir que tel livre est sorti, tel livre est accessible. Mais peut-être qu'il y a des parents et d'autres personnes âgées qui veulent aussi connaître le contenu de ces livres, mais qui ne sont pas du tout connectés, qui ne sont pas numériques, qui ne sont pas digitales. Donc, mais si peut-être on va dans les radios, on va dans les télés, ou même voir sur le site web de la maison d'édition, on fait vraiment une communication succincte par rapport aux livres que nous avons mis sur le marché. On pourra avoir beaucoup plus de lecteurs, beaucoup plus de clients qui peuvent vraiment acheter le livre de l'auteur en question. Donc, cette partie, elle est très, très importante. La publicité de l'auteur, la publicité du livre, donne une visibilité vraiment sur le livre et l'auteur en question. Je pense que cela permet d'apporter une plus-value au livre en question, mais aussi à la maison d'édition. Merci. D'accord, ok. Nous sommes bien d'accord, hein, nous sommes tous bien d'accord justement sur cette accessibilité-là et sur tous ces médias qu'il faudrait utiliser. Là, je reviens sur toi, Cynthia. J'espère que tu es avec nous. Ok, Cynthia Itaba. Comme je l'ai dit à l'entame, Cynthia, une maison d'édition transmédia qu'elle dénomme Kalara. Kalara qui signifie livre déjà en ma langue. La particularité de sa maison d'édition, c'est que elle fait aussi des réalisations. Donc, Cynthia, en termes d'accessibilité, justement, tout à l'heure, Ibrahim a parlé de
du fait que justement que tout le monde n'a pas la même accessibilité, tout le monde ne peut pas accéder aux livres de la même façon. Alors toi, justement, dans ta maison d'édition, quel est le plus, justement, que tu apportes pour l'accessibilité en question? C'est-à-dire, est-ce qu'on quitte du livre, on va dire comme ça, pour le film, pour le documentaire, ou alors le dessin animé même, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est le plus que tu apportes, justement, à tes auteurs? Ok, bonjour à tous, chers copanélistes et également au public qui est connecté. Effectivement, la question de l'accessibilité au livre est très primordiale, puisque nous-mêmes, avant de devenir des professionnels du livre, nous sommes d'abord des lecteurs. Il me semble que plus jeune, on a parfois été confronté à l'indisponibilité des ouvrages qu'on voulait lire. Donc, on comprend très bien ce problème. On comprend ce problème avec acuité d'ailleurs. Nous, à Kalara, nous sommes, comme vous l'avez dit, Pauline, une maison d'édition transmédia. Et la particularité de notre maison d'édition, c'est que déjà, nous sommes un ensemble d'artistes de différents domaines qui sont mis ensemble pour contribuer à l'édition d'ouvrages artistiques de jeunes auteurs africains, que ce soit nous, que ce soit les auteurs que nous signons. Et effectivement, nous avons beaucoup réfléchi à cette question d'accessibilité. Nous pensons, par exemple, comme M. Ibrahim a dit, les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est un moyen d'accès aux livres évident de nos jours parce qu'une forte population est connectée. Et je dirais que je suis d'ailleurs d'accord avec cette théorie parce que grand nombre de jeunes peut avoir accès à des livres numériques, mais c'est souvent la forme de la communication peut-être qui pose problème parce que on dit que les jeunes ne lisent pas, mais les jeunes lisent. Mais souvent, ils se retrouvent en train de lire quoi? Est-ce que ce que nous offrons au public, c'est ce que les jeunes lisent? Parce que, par exemple, il y a une très forte communauté d'otaku au Cameroun et de weeb en anglais, c'est-à-dire des jeunes Camerounais qui consomment et dévorent abondamment les contenus japonais. Et ces contenus japonais, ce sont les scans de manga, des scans souvent illégaux d'ailleurs, parce que les sites illégaux foisonnent sur Internet. Et vous verrez qu'ils ne vont peut-être pas nécessairement chercher des pavés de livres, de romans, etc., d'essais et consorts. Ils vont aller chercher des ouvrages graphiques, des mangas, souvent des mangas adaptés ou alors qui étaient précédemment des dessins animés populaires, par exemple. Et ça, c'est un public très, très, très large. Ils sont très nombreux. Et donc, nous nous sommes dit, OK, maison d'édition transmédia veut dire quoi? Le livre peut avoir... En fait, nous adonnons pleinement à l'adaptation des livres. L'adaptation, cela signifie que dans notre maison d'édition, puisqu'on a des professionnels qui font dans le cinéma, on a des professionnels qui font dans les illustrations. Si un ouvrage, même si dans sa forme, il est par exemple un roman, tout ce qu'il y a de plus classique avec des textes écrits, eh bien, l'auteur que nous signons nous confie la charge de trouver des formes potentiellement attractives, non que le roman ne soit pas attractif à la base, il est attractif, mais des formes peut-être qui pourraient attirer un autre public. Par exemple, le cinéma, que ce soit en prise de vue réelle ou en animation, c'est un peu le média par excellence pour attirer les masses, un média vraiment de masse. Donc, ça peut être très intéressant d'adapter l'ouvrage d'un auteur et se dire, OK, on a un public qui est plus attiré par les images, l'audiovisuel. Et après, c'est également le travail que nous faisons derrière, c'est construire des communautés autour des auteurs et des œuvres qu'ils produisent. C'est-à-dire, si une histoire a captivé l'intérêt d'un certain nombre de lecteurs à un certain niveau, et qu'il a captivé d'autant plus l'intérêt de téléspectateurs, on se dit, OK, parmi ces téléspectateurs, même s'il y a ceux qui n'ont pas... Enfin, il y a ceux qui vont potentiellement chercher à avoir le livre en version écrite. Potentiellement chercher le livre, quoi, après avoir vu le film, peut-être pour creuser davantage dans l'univers. Et c'est aussi ça l'attrait de la du modèle transmédia. Ça a un attrait parce que cela permet d'étendre même l'univers d'un ouvrage. Parce que si l'ouvrage parle peut-être de tel... si c'est un roman de fiction, par exemple, et que ça parle de tel personnage qui enquête de ceci, cela, peut-être que le format bande dessinée va s'attarder sur les personnages secondaires. Peut-être
ça va s'attarder sur le background du personnage. Peut-être un film, ce sera sur etc., etc. Donc, ça permet vraiment de créer un univers et ça permet une certaine interactivité avec les publics. Et je pense que de nos jours, les gens ont soif d'interactivité, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, il y a ça et également les éléments de communication. Le livre peut rester le livre, mais on fait de la communication autour du livre avec des petites vidéos, etc., etc. Donc, je rejoins complètement mes collègues de Tila Afrique et M. Ibrahim Akem. La communication joue un rôle important et le fait d'adapter les ouvrages aussi aide. D'accord. Cynthia, je reste avec vous. Hein. Comment ça se passe dans ce cas, les rééditions? Ou alors, est-ce que le processus concerne uniquement les auteurs qui viennent à vous directement? Ou alors, est-ce qu'un auteur déjà établi peut justement faire cette demande-là, de passer par vos canaux, justement? Comment ça se passe dans ce cas, la réédition? Ok, le processus est assez intéressant dans la mesure où, de prime abord, le premier objectif que nous avions à Kalara, c'était de faire des partenariats avec des auteurs qui sont déjà édités ailleurs et qui peuvent potentiellement conserver leurs droits d'adaptation. Mais ce n'est pas évident aussi qu'une maison d'édition signe un contrat en cédant à l'auteur les droits d'adaptation. Donc, c'est assez rare. Et donc, on n'a pas vraiment eu affaire à ce type d'auteur. On a un seul cas d'un auteur qui est signé dans une très grande maison d'édition camerounaise et qui a vraiment bataillé. Et heureusement, la maison d'édition était à son écoute. Il a conservé les droits d'adaptation. Uniquement parce que cet auteur-là, dont le livre est un succès, c'est une bande dessinée, est un peu dans l'industrie. Donc, il s'est dit non, j'aimerais vraiment garder ces droits-là. Et donc, après, il nous a contactés pour dire est-ce qu'on peut travailler? Mais c'est le seul cas. Le cas le plus facile que nous avons, c'est vraiment d'aller sur la base d'un contrat initial de production, que ce soit d'édition d'ouvrages écrits, que ce soit de production de films, et de se dire, OK, ensemble, on commence déjà à réfléchir à l'univers de l'ouvrage ensemble, donc en interne, entre guillemets. Donc, on a très peu de cas d'auteurs qui viennent en possession de leurs droits, quoi. D'accord, ok, je vois. Gaïa, on revient vers vous. Vous êtes établi à Moulvoudaï, c'est dans l'extrême nord du Cameroun. Et comme on le sait, au Cameroun, il y a beaucoup de populations, je vais dire entre guillemets, analphabètes. Alors, dans votre cas, justement, votre maison d'édition, quel est son but pour la population de Moulvoudaï? Je ne dis pas qu'ils sont analphabètes à Moulvoudaï, hein, mais on le sait très bien. Dans le Grand Nord, dans d'autres zones aussi, il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont ce problème-là, on le sait au Cameroun. Alors, quelle option que vous apportez justement pour pouvoir apporter le livre à cette population-là qui ne peut pas acheter, qui ne peut pas lire les écrits? Quelle est la solution? Peut-être que vous n'apportez pas encore, mais justement que vous projetez d'apporter. Gaïa, votre micro est coupé, s'il vous plaît, vous pouvez l'ouvrir. Gaïa, est-ce que vous nous entendez? Ok, on va revenir sur Gaïa plus tard et on vient à vous. Voilà. Vous nous entendez, Gaïa? Gaïa, vous nous entendez? Non, Ok, tant que Gaïa. ça donne pas. Ça va? Vous m'écoutez maintenant? Oui, ça Oui, va. là, on vous Là, ça entend va. bien. Désolé. Hein. Avez-vous écouté Ok, ma c'est question? parfait. Bon, j'ai bien écouté votre question. C'est une question intéressante. J'ai bien compris. Merci infiniment. Bon, la question est très intéressante parce que déjà, avec le lancement de la maison d'édition depuis 2022, nous avions organisé autant d'activités à Moulvoudaï qu'à l'extérieur de Moulvoudaï. Parce que à Moulvoudaï, au siège de la maison d'édition, nous avons une bibliothèque
ouverte à tous les élèves, à tous les lecteurs de l'arrondissement de Montfray. Déjà, nous organisions chaque année l'anniversaire de la maison d'édition qui est organisé chaque décembre de chaque année. Voilà. Nous laissons l'opportunité aux jeunes de venir participer à diverses activités littéraires. Nous avions, par exemple, le concours des meilleurs lecteurs. Nous leur donnons des livres. Ils partent à la maison, ils lisent, chacun vient faire le résumé du livre. Et en dehors de ça, là, je ne parle pas d'autres activités littéraires comme les concours d'écriture que nous organisons également la même occasion de ces anniversaires-là. Et actuellement, même, nous avons déjà lancé les différents concours au niveau arrondissemental. Et en décembre, le 15 décembre, nous allons organiser, célébrer cet anniversaire de la maison d'édition. Par la même occasion, il y a des concours d'écriture, il y a des concours de meilleurs lecteurs, il y a des concours de meilleurs conteurs, concours de... en fait, il y a autant pour tous les genres littéraires. En dehors de ça, chaque élève, chaque jeune, chaque parent qui souhaite lire des livres, la bibliothèque est toujours ouverte. Ils viennent là, chacun vient, chacun s'inscrit, la personne prend le livre, rentre à la maison avec, la personne revient après avoir fini de lire. Et toute personne qui prend nos livres, qui rentre à la maison avec, qui revient pour nous faire le résumé ou bien pour nous faire un retour, la personne doit d'abord expliquer les différentes compréhensions qu'il a faites de son livre. Donc, c'est pour dire que ici, au niveau local, à Moulfouda même, nous avons donné l'opportunité à la population d'avoir accès aux livres. Et là, je parle souvent de Moulfouda, sinon à Maroua, nous organisons vraiment d'activités littéraires comme les dédicaces, les cafés littéraires et tous les autres. Voilà, donc nous ne sommes pas en arrière. C'est pour dire que nous organisons déjà des activités littéraires au niveau local, également au niveau national. Oui, Gaïa, c'est très intéressant tout ça, hein, et vraiment, je vous félicite pour cela. On a besoin de maisons d'édition dynamiques. Sauf que je vais revenir quand même sur ma question, c'est pour ces personnes-là, justement, qui ne peuvent pas participer à vos événements ou alors à vos initiatives littéraires à partir du livre écrit, est-ce qu'il y a des options qui sont en prévision ou alors qui sont déjà faites? Pour circonscrire un peu ma question, je vais aller dans le sens de Cynthia, voilà, qui fait des adaptations en documentaire ou en film ou en BD et tout ça là. Est-ce que votre maison d'édition prévoit ou pas, hein, c'est pas une obligation, hein, c'est juste pour pouvoir savoir si dans quelques années, on pourra compter sur Guigues justement pour des contenus pour des personnes qui n'ont pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire. Voilà, je pense que votre question, vous voulez plus vous voulez savoir, par exemple, les dons de livres et tout. Sinon, je souhaite que vous reformuliez la question un peu. D'accord, ok, je vais reformuler la question. Je dis ceci. Vous organisez des concours, vous éditez des livres écrits, on va dire comme ça. Vous faites plein d'événements dans des cafés littéraires, des dédicaces et autres. On est d'accord jusque-là, c'est bien cela? Voilà. Maintenant, nous sommes d'accord que ces événements-là concernent une partie de la population, pas seulement de Moulvouda et même ailleurs. Ça concerne une partie, cette partie-là qui a la chance, voilà, cette partie-là qui a eu la chance d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire ou qui sont même cette partie qui est prédisposée, on va dire comme ça, à aimer le livre, la chose littéraire. Maintenant, la question c'est la suivante. Pour l'autre partie qui n'a pas eu la chance de lire et d'écrire, qu'est-ce que vous faites justement? Quels sont les contenus que vous prévoyez? Parce qu'on a bien compris que ce n'est pas encore le cas. Alors, est-ce que Guigues prévoit des contenus justement pour ces personnes-là qui n'ont pas eu la chance de lire, d'écrire, mais qui ont la chance de voir, d'écouter, d'être mobile, quoi? Je ne sais pas si c'est clair maintenant. Oui, ça va, c'est clair, c'est trop clair. Oui, pour ces genres de littérature, disons, imagée, je peux dire comme ça, là,
Et déjà au niveau local, nous organisons aussi, lorsque nous organisons nos activités littéraires, nous avons des traducteurs, des personnes qui expliquent en langue locale. Là, je ne parlais pas des adaptations ou bien de cette littérature-là qui s'occupe des images animées et tout. Mais pour ce qui est de manifestations littéraires et culturelles, là, nous traduisons en langue locale les différents, en fait, les résumés également et la littérature contenue dans un livre. Là, je parle de façon littéraire et sur ce qui est de littérature. Bon, pour ces personnes qui n'ont pas fréquenté, et qui ont du mal aussi à comprendre l'écriture d'un écrivain, nous avons également des écrivains là qui s'occupent aussi de ces genres de littérature là. Ils écrivent des bandes dessinées. Nous publions également des bandes dessinées, surtout pour les enfants. Et en ce qui concerne l'adaptation cinématographique, comme tout à l'heure la dame a parlé, au niveau de la maison d'édition Guigues, là, c'est dans le contrat, c'est dans chaque contrat de la maison d'édition de faire l'adaptation, de signer le contrat avec ces partenaires qui souhaitent voilà, adapter le livre, adapter, parce que l'histoire est intéressante là. C'est au niveau de la maison d'édition également, de l'auteur, de s'occuper de ces genres de choses. Je crois qu'avec les années qui viennent, avec des personnes, avec ces cinématographes qui arrivent là, nous aurons vraiment l'occasion d'adapter certaines thématiques, certains livres, parce que c'est très intéressant. Et ça va permettre à ceux qui ne comprennent pas, à ceux qui ne connaissent pas la littérature écrite là, de comprendre aussi, d'entrer aussi dans la peau de l'auteur, de cet auteur qui écrit. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Donc, on espère qu'après le SAPLO, Guigues et Édition Kalara entreront en partenariat justement pour ces différentes adaptations-là. Ibrahima Bangoura, vous avez beaucoup de mal à nous rejoindre aujourd'hui. C'est vrai qu'en Guinée, depuis lundi, si je ne me trompe pas, il y a beaucoup de coupures d'Internet. Donc, j'espère que vous allez pouvoir tenir jusqu'à la fin. Ok, bien. Ibrahima Bangoura, vous êtes éditeur, vous avez plusieurs casquettes. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le rôle de père. Quand je dis père, c'est entre guillemets. Donc, père comme le papa. Comment vous menez votre rôle de père auprès de vos auteurs? J'explique. Généralement, quand les auteurs viennent, nombreux sont ceux qui ne savent pas comment s'orienter. Ils ne savent pas s'il faut faire ci, s'il faut faire ça. Est-ce que vous prévoyez quand même des conseils? Parce que généralement, ce qu'on voit aussi, c'est que un éditeur, lorsqu'il ne sait pas, lorsqu'il se rend compte que l'auteur ne s'y connaît pas beaucoup, alors il lui pompe quelque chose comme ça, et l'auteur, parce que lui veut voir son nom sur un livre, eh bien, il cède directement, je ne vais pas dire caprice, mais il cède directement aux conditions. Alors vous, quel est votre rôle de père? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que père, pour vos auteurs? Ibrahima Bangoura. Okay. Merci beaucoup. Vous excusez pour les petites interruptions. Je pense que c'est réglé. Pour ce qui concerne ce volet, nous, par exemple, quand nos auteurs viennent chez nous et que nous imprégnons de son manuscrit ou de son manuscrit, et quelquefois, il trouve que le titre n'est pas assez attrayant. Nous-mêmes, on conseille, on essaie de l'accompagner pour lui dire le titre, il est bon, ce que vous avez proposé. Mais si, supposons, par exemple, nous proposons ce titre-là au public, ça peut être beaucoup plus attrayant pour le livre en question. Donc, acceptez que les propositions que vous faites, afin que ceux-là soient beaucoup, ça passe au niveau du public, mais aussi pour vous. Parce qu'il faudrait quelquefois être clair avec les auteurs. Il faut leur dire que le travail que vous faites, c'est vrai, c'est vous qui l'avez fait, mais nous sommes là à l'affiner, à le clarifier, afin qu'il soit vraiment accessible et accepté par le public lecteur. Donc, si un mauvais travail est fait, il trouve que vous êtes mis en cause, mais nous, en tant qu'éditeurs, nous sommes beaucoup plus mis en cause parce que c'est notre travail. Donc, il faut donc accepter, et il serait donc important d'accepter que ce que nous vous proposons, que nous essayons de travailler ensemble par rapport à ça. Donc, c'est sur la plupart du temps, et je n'ai pas encore rencontré des cas où, quand nous conseillons nos auteurs ou que nous voulons les accompagner dans l'édition de leurs livres et qu'ils refusent les différents conseils que nous donnons. Donc, ça passe. Ils disent même,
c'est votre travail, c'est vous qui connaissez comment ça va se passer et accompagnons-nous et nous acceptons. Il peut aussi arriver quelquefois, certains auteurs même le contenu, ils ne veulent pas que ça soit comme nous voulons que le livre soit publié. Et donc là, on se comprend, on essaie d'aller sur une base et il y a un contrat qui est entre nous et à partir de cela, nous voyons donc ensemble comment nous allons travailler ensemble. Merci. D'accord, Ibrahima. Il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est comme nous voulons qu'il soit publié. Je viens chez toi, Irène. Irène, tu penses, hein, est-ce que tu penses que l'éditeur devrait, je vais dire imposer, je vais donner vraiment le mot imposer, une façon ou une manière ou une forme même de publication d'un livre? Cette phrase-là m'a vraiment alerté, hein, comme nous voulons qu'il soit publié. Et c'est pour ça que je reviens sur la question du père ou de la mère des auteurs. Si vos conseils ne passent pas, si les auteurs n'écoutent pas vos conseils, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez chasser l'auteur? Quel est le conseil justement que vous allez leur donner? Est-ce que vous allez quand même faire comme vous estimez que voilà, vous estimez que c'est bien et tout ça là? Qu'est-ce que vous allez faire justement s'ils refusent que le livre soit publié comme vous le voulez, vous, en tant que maison d'édition? Irène. Chez nous, personnellement, il n'y a pas lieu d'imposer quelque chose à l'auteur parce que moi, je dis toujours, quand je reçois un manuscrit, je dis toujours à la personne, c'est ton bébé, c'est ton enfant. Maintenant, nous, on va t'accompagner, on va t'aider à élever cet enfant, à lui donner une autre image. Mais cette image doit correspondre à ce que toi, tu veux. Donc, je pense que l'éditeur est toujours en mode funambule, c'est-à-dire on cherche toujours l'équilibre, trouver un consensus, trouver un terrain d'entente. Comment est-ce que avec l'auteur, on va produire quelque chose qui soit à l'image des deux personnes, c'est-à-dire de la maison d'édition et de l'auteur. Et moi, pour y arriver, je discute d'abord énormément avec mes auteurs. J'essaye de comprendre vers quoi est-ce qu'ils vont, quelle est leur façon de penser, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, qu'est-ce qu'ils voulaient exprimer. Et puis maintenant, en ayant cette idée de leur approche, voir comment je vais la canaliser, donc comment je vais leur expliquer que, OK, tu veux arriver à tel endroit, tu veux parler de ceci, est-ce que ce ne serait pas mieux d'adopter tel ton, est-ce que ce ne serait pas mieux de travailler cela? Et généralement, les auteurs sont gravis, en fait, des conseils qu'ils reçoivent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà écoutés. Parce que c'est difficile pour un auteur de retravailler son livre ou alors de l'améliorer quand il ne se sent pas écouté. Il a toujours l'impression, ça risque de devenir un bras de fer en fait. La personne se dit, ah non, vous voulez m'imposer quelque chose. Mais quand il comprend que non, on n'est pas là pour imposer, on est là pour l'accompagner. Donc on l'écoute et puis maintenant on lui donne des petites directives, on essaye de comprendre, on essaye de voir son univers, peut-être même d'aller lire ailleurs pour voir est-ce qu'on peut l'orienter mieux encore. Et ben généralement, ça brise toutes les barrières et voilà, on arrive à travailler sans problème. Il n'y a pas lieu d'imposer en fait. On est là pour accompagner. D'accord, merci Irène. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi parce que, mine de rien, en Afrique en général, c'est l'édition à compte d'auteur qui prime? Parce qu'un auteur qui paye quand même la totalité de la publication, ça va de soi qu'il peut être exigeant. Est-ce que vous ne pensez pas que si, déjà, quels sont je reste avec toi, Irène, hein. Irène, on va commencer par toi. Quels sont les types de contrats que tu proposes? Déjà, Irène. Ok, déjà, il faut savoir que Tila Africa propose deux types de contrats. Il y a un contrat mixte, c'est-à-dire qu'à un moment, les charges sont partagées entre la maison d'éditeur et l'auteur. Et il y a un contrat d'éditeur, c'est-à-dire on prend tout en charge lorsqu'on se rend compte que bah, il n'y a pas trop de dépenses qu'on va faire sur certaines choses, en fait. Et puis là, on va prendre le livre à compte d'éditeur. Tout dépend du texte que j'ai devant moi. Tout dépend aussi de l'auteur, parce qu'il y a des auteurs qui se retrouvent dans l'impossibilité d'éditer leur livre, c'est-à-dire il ne peut pas participer. Il a un bel ouvrage, mais il ne peut pas vraiment participer aux frais.
Donc là, maintenant, c'est à moi de voir comment est-ce que je vais m'arranger à éditer son livre à compte d'éditeur et voilà, à gérer tous les frais par derrière. Maintenant, c'est vrai que quand on travaille, bon, là, je dis juste un truc que moi j'ai constaté. Normalement, quand la maison d'édition travaille à compte d'éditeur, de fois, elle se dit, parce qu'on a un compte d'éditeur, on a le droit de dire à l'auteur ce qu'il doit faire et il doit aller à notre rythme parce que c'est nous qui dépensons tout. Non, moi, je suis contre cette façon de penser parce que le texte, c'est le texte de l'auteur, c'est son œuvre, c'est sa créativité. On ne peut pas venir et du jour au lendemain, on lui dit non, on va tout changer, on va chambouler, on va changer ceci et tout, parce que c'est nous qui avons l'argent. Non. L'objectif, c'est juste de l'amener à comprendre quel point est-ce qu'il peut travailler pour que maintenant, on ait un texte que lui-même, l'auteur, il peut défendre. Lui-même, l'auteur, il est fier de son texte. À la fin, il se dit, oui, j'aime ce que ça a donné, le processus qu'on a fait, le travail, les ateliers d'écriture, les ateliers personnalisés, parce que moi, j'aime beaucoup avoir des ateliers avec les écrivains, discuter, vraiment travailler chapitre par chapitre. Donc, quand il termine, généralement, il est vraiment fier de son travail, il est content de ce qu'il a produit. Et ça me fait plaisir. Maintenant, le processus d'édition qui vient après, bon, ça nous revient. Mais l'objectif, c'est vraiment que l'auteur soit d'abord content du travail, qu'il soit content de son œuvre. Et puis, nous aussi, on est content de ce qu'on va produire à la fin. Donc, voilà un peu comment nous, on évolue à Attila, à Africa. C'est vrai que c'est comme si Pauline a disparu. C'est comme si elle n'est plus là. Mais maintenant, bon, je vais continuer le temps qu'elle arrive. Pour ce qui est du contrat mixte, justement, là, c'est quand l'auteur peut participer aux charges, aux frais d'édition et tout. Et toujours, on reste dans l'optique de garder au maximum l'idée, la pensée de notre auteur, c'est-à-dire toujours rester sur le texte d'origine et le guider, vraiment l'amener toujours vers quelque chose, mais sans imposer, sans vouloir lui donner des ordres. Il y a des auteurs avec lesquels on n'a pas pu s'entendre sur certains détails, mais on a trouvé des terrains d'entendre sur d'autres façons d'approcher. Par exemple, tel personnage, on lui dit non, tel personnage, on voit qu'il n'est pas comme ceci. Bon, lui dit, moi, je veux seulement ce personnage. OK, on va partir sur autre chose. Peut-être on va partir sur la façon d'amener le personnage, peut-être sur la façon de l'écrire, sur la façon d'amener l'histoire, en fait. Mais toujours chercher un terrain d'attente. Pour moi, l'éditeur n'est pas là pour imposer. Il n'est pas Dieu. Il est là pour guider, il est là pour accompagner, il est là pour aider l'auteur à produire quelque chose de bien et faire en sorte que les lecteurs soient, voilà, soient satisfaits du travail accompli. Vous m'entendez? Apparemment, Pauline n'est toujours pas là. Oui, on vous reçoit. Ok, d'accord. C'est comme si elle a encore disparu. Bah, je pense qu'une autre personne peut expliquer sa façon de voir de la maison d'édition, par exemple, les contrats peut-être à Ouattara ou alors à Guigues, le temps pour Pauline de revenir, elle s'est un peu absentée. Donc, moi, en fait, moi, je vais prendre la parole si les deux autres acceptent. Et chez nous également, nous avons deux types de contrats. Nous avons un contrat mixte ou alternatif et un contrat à compte d'éditeur. Donc, également, ça dépend quelquefois du tabuscrit qui est déposé ou quelquefois, ça dépend également de l'auteur qui dépose son tabuscrit chez nous. Il peut arriver peut-être l'auteur, le tabuscrit, il est bon, il n'a pas assez de moyens pour être vraiment pour faire le paiement. Donc, nous, on peut prendre en charge et on le fait à compte d'éditeur et comme ça, le livre sera publié par notre maison d'édition. Mais il peut aussi arriver peut-être quelquefois un auteur qui peut arriver, il a les moyens ou peut-être que c'est aussi, il peut aussi arriver quelquefois c'est un auteur, c'est un grand auteur qui est connu, il écrit, il a de bons écrits. Donc, on se dit que c'est aussi une visibilité pour notre maison d'édition. Donc, même si peut-être il peut arriver, il n'a pas assez, et même s'il a les moyens ou il n'a pas de moyens, nous, on peut prendre en charge pour vraiment se donner de la visibilité par rapport au tabuscrit en question. De dire, ah, tel, supposons, a publié dans notre maison d'édition. C'est un grand auteur. Donc, ça nous fait de la visibilité aussi, quoi. Donc, prendre ça en charge, faire l'application du livre de l'auteur, ça ne nous fait rien de faire cela. Maintenant, si c'est dans le cas où l'auteur, par exemple, il est capable, il a les moyens financiers pour faire le paiement, donc on divise
il prend en charge une partie et nous aussi nous prenons en charge l'autre partie. Et comme ça, nous procédons à la publication de son œuvre. C'est comme ça, en fait, ça se passe également chez moi. Merci. C'est-à-dire qu'une autre personne aussi peut commencer en attendant que Pauline soit là. En attendant que Pauline soit là, je sais pas si moi j'ai surtout une question à vous, mes collègues. Dans les cas de... Bon, je suis là, mais je vous laisse continuer. Cynthia, on t'entend très bien. Moi, je t'entends très bien. Donc, je suis revenue, mais je vous laisse faire le show. Je vous écoute. Je me laisse dans la cour de récré. Ok, Cynthia, on t'écoute. Ok. Moi, je voulais surtout demander à mes collègues, ça c'est plus une question de partage d'expérience. Comment ça se passe dans ce cas, puisque la question initiale de Pauline, c'était de savoir est-ce qu'il faut laisser, est-ce que dans ce cas, on laisse une certaine marge de manœuvre à l'auteur et tout. Dans les cas des contrats mixtes ou alternatifs, tels que M. Ibrahima et Tila Africa ont mentionné, ça se passe donc comment au niveau décisionnaire par rapport à une certaine... Parce que vous avez dit que vous accompagnez, mais est-ce que dans le cas où il y a peut-être des accords, le dernier mot revient entre guillemets à l'auteur? Est-ce que même en termes, par exemple, de droit d'adaptation, ça se passe un peu comment au niveau du partage des droits? Ok, bon, si moi je peux intervenir, je pense que cela, c'est bien, c'est une bonne question. Tout cela est déjà stipulé dans le contrat en question. C'est déjà mis dans le contrat. Il y a les clauses qui sont définies. Et comme ça, l'auteur prendra en charge. Il va prendre le contrat, il va le lire. Et s'il est d'accord des clauses qui sont décrites dans le contrat, il va signer le contrat. Et puis comme ça, on commence à travailler. Mais on ne commencera pas à travailler directement sans que l'auteur ne signe le contrat de part et d'autre. Il signe le contrat, que nous signons le contrat. Et comme ça, il a une copie, nous avons une copie. Et comme ça, nous pouvons aller sur la procédure d'édition de son livre. Ça va se passer comme ça, en fait. Il y a toujours une proposition. Mais, en fait, comme on a toujours dit ici, il n'y a pas d'imposition ni du côté de l'auteur, ni du côté de l'éditeur. Parce que il faut vraiment mettre sur le marché un bon travail. Parce que si le travail n'est pas bon, l'auteur est vu, c'est vrai, mais l'éditeur aussi est vu parce que c'est son métier. Lui, c'est son métier, en fait. Comme à un certain moment, l'auteur va te revenir, il va dire non, moi, je ne connais pas ce métier, c'est vous qui faites ce travail. Donc, vous devez m'accompagner. Donc, mieux vaut, dès le début, que vous le proposez l'accompagnement, vous le proposez vraiment le travail que vous voulez faire. C'est pour l'aider. Ce n'est pas que vous voulez lui retirer tous ses droits ou bien que vous voulez l'imposer quelque chose parce qu'il ne connaît pas le métier. C'est juste pour l'accompagner. C'est l'accompagnement. Mais cela se fait par vraiment une honnêteté, une fiabilité dont tout est stipulé dans un contrat et qui est soumis comment on appelle, au choix de l'auteur en question. Nous-mêmes, par exemple, chez nous, on se dit, quand on te donne le contrat, vous n'avez pas besoin, peut-être, vous n'êtes pas obligé de signer maintenant. Vous pouvez prendre 2 jours, 3 jours. Vous lisez, vous faites lire par les gens, vous consultez peut-être des avocats, des gens qui connaissent mieux le droit. Et ceux-là, ils vont vous dire que oui, si c'est bon ou pas. Comme ça, vous signez. Si vous n'avez pas aussi, par exemple, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez vraiment le libre choix de venir chez nous, nous rencontrer, ou soit peut-être à distance, poser toutes vos questions. Comme ça, on va vous expliquer qu'est-ce que nous voulons dire par là. Clarifier tout cela pour vous, afin que vous puissiez mieux comprendre le contrat avant même de le signer. Merci. Est-ce que je peux répondre aussi? Je voulais répondre à la question de Cynthia. Je pense qu'il y a aussi une nuance qu'elle voulait apporter là. Au cas où, par exemple, il y a vraiment un gros désaccord, genre l'auteur n'est vraiment pas d'accord, il ne veut rien améliorer, il ne veut rien changer dans son texte. Moi, personnellement, je pense que, et je le dis toujours, le livre, c'est le livre de l'auteur. Donc, il a tous les droits d'abord sur son livre. Si on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, parce que c'est pas s'entendre, mais là on est au niveau de la compréhension. Si on n'arrive pas à se comprendre, que chacun est bloqué dans sa façon de voir les choses, chez Tila Africa, on laisse la possibilité à l'auteur de reprendre son manuscrit et d'aller là où il va se sentir plus à l'aise.
Parce que l'objectif, c'est que l'auteur se sente à l'aise. Il y en a qui n'ont pas la vision de l'édition que nous, on a. C'est-à-dire, quelqu'un lui veut qu'il vienne avec son livre là maintenant, et cette semaine, le livre paraisse. Il ne veut pas entendre d'atelier d'écriture, il ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il doit améliorer, parce qu'il trouve son texte juste parfait, c'est un best-seller. Moi qui le lis, je me dis non, il y a des choses à arranger. S'il me dit, moi, je ne veux rien arranger, bah, je lui remets juste son manuscrit et je lui souhaite bonne chance. Le plus important, c'est que lui soit satisfait. S'il part ailleurs et qu'il trouve son bonheur là-bas, bah, tant mieux pour lui. On va pas lui dire non, reste ici, ou alors on va pas se mettre à aller au tribunal, à se batailler parce que il faut imposer un point de vue. Donc, si vraiment il y a un gros désaccord, s'il y a vraiment ce moment où l'auteur se dit, moi, je veux rien changer, je veux rien, je veux pas de conseil, je veux rien, bah, on le laisse partir ailleurs et on lui souhaite bonne chance. C'est toujours lui qui décide. C'est son bébé, c'est son livre, c'est son œuvre. Il fait ce qu'il veut après. À un certain niveau, on peut pas tout on ne peut pas se mettre à faire des litiges sur certains points comme ça. Moi, ce que j'apprécie sur vous tous, c'est votre disponibilité. Vous êtes franchement tous disponibles à 100% pour vos auteurs et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, par exemple, en Occident où il faut aller vite et tout ça là. Mais j'aimerais savoir, Gaïa, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rejeter un manuscrit dès l'entame? Parce que tel que je vous écoute depuis le départ, vous recevez les textes, vous envoyez directement le contrat, vous proposez des axes d'amélioration et tout ça. Mais est-ce que ça arrive quand même aussi hein, que vous décidiez de ne même pas prendre le manuscrit? C'est-à-dire que pour éviter justement toute cette procédure-là. Quand on va par exemple chez Gallimard, pour ceux qui le savent, quand vous déposez votre manuscrit chez Gallimard, vous avez un minimum vraiment de 3 mois pour que vous ayez même une réponse. Alors moi, j'apprécie hein, vraiment votre disponibilité, mais imaginez un peu que vous ayez 10 auteurs qui arrivent là d'un coup. Est-ce que vous allez prendre les 10 auteurs pour les gérer tous, ou alors est-ce que si un manuscrit vraiment ne répond pas, par exemple, à votre procédé d'édition, ou alors à votre, comment on appelle ça, votre charte, voilà, est-ce que si le manuscrit a même beaucoup de fautes, ça arrive, des manuscrits qui ont tellement de fautes, c'est-à-dire que même la relecture ne suffirait pas. Est-ce qu'il vous arrive quand même, Gaïa, je commence par vous, de rejeter à la base un manuscrit? Merci pour cette question. C'est une question vraiment, comme je vous ai toujours dit, ce sont des questions très intéressantes que vous posez. En fait, ça nous arrive tout le temps. Tout le temps, il y a beaucoup de raisons. Tout d'abord, les raisons évoquées par tout à l'heure la dame Cynthia, également Tila Africa, tout à l'heure vous parliez, vous appeliez son nom, je ne connais pas son nom, Tila Africa. Et ce sont des raisons vraiment qui font partie de ces raisons-là qui nous permettent de refuser, de rejeter des manuscrits. Parce que imaginez qu'un écrivain, lui, il finit son livre, il n'a jamais relu son livre. Je ne souhaite pas citer un écrivain, je ne souhaite pas citer quelqu'un, ni citer un pays. Parce que nous recevons des manuscrits de plusieurs pays. Plusieurs pays, peu importe le continent. En fait, il y a autant de continents qui nous envoient des manuscrits. Parmi ces manuscrits, il y a des personnes qui ne connaissent pas écrire. Disons-nous la vérité. Les gens ne veulent pas lire. Les gens n'aiment pas lire. Tout à l'heure, au début de notre échange là, j'ai vu l'un des participants dire que bon, les gens lisent. Oui, les gens lisent. Ça, c'est vrai, oui. Ce ne sont pas tous les écrivains qui lisent. Des personnes, bon, qui se prétendent écrire, qui se prétendent écrivains, mais qui ne lisent pas. Lorsque vous lisez, vous prenez leur livre. C'est comme une personne qui n'a jamais écrit un livre. C'est comme si c'est une personne qui n'a jamais lu un livre. Donc, il y a autant de fautes à l'intérieur. Lorsque vous lisez, vous ne comprenez même, vous n'allez même pas comprendre ce qu'il veut dire dans une phrase. Nous rejetons cela. Bien vrai que ce sont les débuts, les erreurs qu'on commet, oui, c'est vrai. Mais il faut aussi se peaufiner avec le temps. Il faut lire. Il faut lire. Donc, à ce niveau, déjà, les erreurs, les fautes. Et on se dit, en fait, il y a autant d'autres raisons. Restons juste sur l'écriture de l'auteur. Lorsque vous recevez un manuscrit, si vous voulez réciter déjà avant d'avoir lu, prenez le livre. Essayez de voir d'abord la structure. Vous allez comprendre que soit le livre a été écrit par l'intelligence artificielle
C'est clair, c'est bien visible. On peut vite reconnaître que le livre a été écrit par l'intelligence artificielle. On n'a plus besoin de continuer à lire. On rejette carrément. En fait, ça, c'est aux éditions Guiquet, c'est bien visible. On peut bien comprendre que le livre a été écrit par l'intelligence artificielle. Ne parlons même pas des fautes. Ne parlons même pas des livres où il y a des fautes. Nous rejetons tous ces manuscrits-là. Également, il y a des auteurs qui sont... qui se disent VIP. Il y a des auteurs comme ça qui se disent qu'ils sont des VIP. Pourtant, ils écrivent bien, oui, c'est vrai, ils écrivent bien, oui, mais ils se disent qu'ils sont des VIP et ils doivent être traités différemment des autres. C'est pas possible aux éditions Guigues. Aux éditions Guigues, nous travaillons avec tous les auteurs du même niveau. On ne peut pas traiter un auteur, disons, un auteur milliardaire avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de considération, qu'un auteur, qu'un jeune auteur qui n'a presque rien, il vient, il souhaite faire publier son livre. On ne peut pas les traiter de façon différente. On les traite de la même façon. Nous recevons votre manuscrit, nous l'étudions. Et nous ne répondons pas en 1 semaine, 2 semaines, c'est pas possible. Il y a des manuscrits qu'on ne répond jamais. Il y a des manuscrits que l'auteur envoie, on ne répond jamais parce que le contenu, ça ne va pas. Et je ne souhaite pas citer, je ne souhaite pas citer, je ne souhaite pas nommer. C'est pas bien. Voilà, donc il y a autant de raisons qui nous poussent à rejeter des manuscrits. Là, je peux dire que parmi, si nous prenons 100 livres, 100 manuscrits que nous recevons, je peux dire que déjà les 50 sont rejetés, soit par manque de compétences en écriture du côté de l'auteur, hein, soit dès le début de nos échanges avec l'auteur, il est pressé. Il est pressé. Comme tout à l'heure, une personne a parlé parmi les participants, la personne a parlé d'un auteur là qui souhaite vraiment que son livre paraisse en 1 semaine. Il envoie son manuscrit, en 1 semaine, le livre est paru. Mais on va faire comment? Le comité travaille comment? Le comité, c'est aussi des êtres humains. On ne peut pas confier un manuscrit comme ça à l'intelligence. Corrige-moi le livre ici en quelques minutes. Non, ce n'est pas possible. Ce sont les humains qui réfléchissent, qui doivent travailler sur votre livre. On ne peut pas publier un livre en 1 semaine, ce n'est pas possible. En 1 mois même, je crois que non, ce n'est pas possible. Même si nous mettons de côté tout le manuscrit de la maison d'édition pour nous concentrer uniquement sur votre manuscrit parce que vous êtes pressé. Et je suis qu'à la fin de l'édition, il y aura des erreurs qui seront toujours là. Ce n'est pas possible. Voilà, donc nous rejetons les auteurs qui sont pressés. Là, c'est clair. Hein. Voilà. On ne peut pas publier comme ça parce que l'auteur il s'est dit que non, je suis une personne qui connaît écrire, je n'ai pas de faute, je n'ai pas d'erreur, je ne veux même pas que le manuscrit passe entre les mailles du filet de votre comité. Ce n'est pas possible. Au sein de la maison d'édition Guigues, nous avons des comités, nous avons des universitaires, des agents littéraires qui corrigent les livres avant que le livre ne paraisse. Oui, si vous venez, vous dites que non, voilà, j'ai l'argent, voilà l'argent, voici les manuscrits, publie mon livre, je ne veux pas que ça passe entre les mailles du filet du comité de lecture. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, je vous remercie, je vais m'arrêter sur ça. Merci. D'accord. Et là, ok. Et là, Gaïa, vous répondez justement à la question que Amina a posée tout à l'heure, hein, celle de savoir si le porte-monnaie n'était pas aussi un frein ou un avantage justement pour la visibilité que les éditeurs donnent aux auteurs. Tout à l'heure, je vais poser la même question à Ibrahima Bangoura, à Irène et à Cynthia. Et on prend d'abord la réaction de Katel Tomo, qui est un agent littéraire, qui dit qu'effectivement, rien ne sert d'imposer. Un bon livre résulte souvent d'une excellente entente entre l'auteur et son éditeur. Et si l'entente n'est pas possible, il est préférable que les deux parties se séparent en bons termes. Et comme je l'ai dit, Katel Tomo est agent littéraire de l'agence Essolan. Il sera en ligne ce dimanche à 15h, donc je vous invite à venir l'écouter. Donc, avant de reprendre la question de Amina, j'ai une question pour vous. Je commence par vous, Ibrahima. Généralement, les éditeurs, en Afrique en tout cas, hein, n'aiment pas avoir affaire aux agents littéraires. N'aiment pas avoir affaire aux agents littéraires. Alors, comment est-ce que vous abordez la chose? Est-ce que vous avez déjà eu justement affaire à un auteur qui vous dit, voilà mon agent littéraire, c'est avec lui. Enfin, dans tous les cas, l'auteur ne vient même pas. C'est l'agent littéraire qui vient vous dire, OK, mon poulain est là, voilà son livre, voilà.
Est-ce que ce cas-là, vous l'avez déjà eu? Si oui, comment vous l'avez géré? Et c'est la même question, ce sera la même question pour Irène et pour Cynthia aussi tout à l'heure. Donc, comment vous avez géré ce cas-là? Si ce n'est pas encore le cas, est-ce que vous appréhendez mal, justement, qu'un agent littéraire vienne à vous pour vous dire, en fait, hein, que voilà, il est le représentant d'un X ou d'un Y et que voilà le travail qui est à faire? Ok, merci beaucoup pour cette question. Bon, à la lumière de la vérité, je n'ai pas encore rencontré ces cas où un agent littéraire vient pour proposer, par exemple, le livre d'un auteur. Mais si cela arriverait, il y a déjà des procédures qui sont mises en place. En fait, c'est une entreprise. Donc, une autre personne, par exemple, même si c'est un client, il ne peut pas venir imposer quelque chose sur l'entreprise pour dire que voici comment je veux que vous travaillez. Il y a des procédures qui sont là. Une fois que vous déposez déjà le manuscrit, le premier travail qui doit être fait, vous avez déjà un document de réception qu'on vous donne pour dire que nous avons pris en charge, nous avons réceptionné votre manuscrit. Et donc, nous allons soumettre à notre comité de lecture. Donc, le comité de lecture va prendre en charge le livre, il va le lire, il va voir est-ce que c'est un livre qui d'abord qui entre dans notre ligne éditoriale? Oui. Est-ce que par exemple le contenu peut être publié par nous? Oui. Est-ce que par exemple le livre il est bien écrit, il n'y a pas de faute, tout cela? Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement? Est-ce que, comment on appelle, il y a une réécriture à faire? Tous ces éléments-là rentrent en compte. Donc, quelle que soit la personne, que ce soit un auteur ou un agent littéraire, il y a de toute façon, ces procédures qui sont mises en place là, toute personne qui dépose par exemple, un manuscrit, un manuscrit chez nous doit respecter ces principes avant que nous ne commençons à travailler sur votre manuscrit. Merci. Allô? Allô, vous m'entendez? Ok, merci. Merci. Bon, là, c'est dommage que... bon, bien, c'est dommage que Cynthia et Irène nous aient quittés un moment. Donc, je vais revenir donc à vous, Gaïa, pour la même question sur l'agent littéraire. Est-ce que ce cas est déjà paru? Est-ce que vous appréhendez aussi comme plusieurs éditeurs ce cas-là? Et pourquoi appréhender d'ailleurs? Ça, c'est l'une des questions aussi. Voilà. Bon, merci pour cette question. Et c'est intéressant parce que tout d'abord, un agent littéraire, c'est comme par définition, c'est une personne qui est là pour que le livre soit scientifiquement enrichi. Donc, on ne peut pas, voilà, dans ce sens-là, rejeter ce que l'auteur souhaite dire ou bien le comité, l'agent littéraire a fait, le travail de l'agent littéraire, ce qu'il a fait. On ne peut pas non plus refuser. On est là pour la littérature, mais on doit par-dessus tout, vérifier. Vérifier d'abord le manuscrit, vérifier d'abord tout avant de rendre public ou bien de publier un livre. Parce que, comme vous savez, tout le monde n'est pas expert, même si chacun porte les titres de livre. Oui. Gaïa, vous permettez que je vous coupe la parole. Le cas échéant, je parle d'un agent littéraire, c'est-à-dire quelqu'un qui représente un auteur. Oui. Oui.
Donc, avez-vous déjà eu affaire justement à un agent littéraire, c'est-à-dire à un représentant d'un auteur, ou alors est-ce que vous appréhendez aussi ce pan-là? Parce qu'il y a plusieurs auteurs, hein. Bon, ceux qu'on appelle les grands auteurs, que je n'aime pas beaucoup l'expression grand auteur. Ils sont nombreux à avoir des agents littéraires, c'est-à-dire ces agents littéraires qui négocient ces contrats, qui négocient de comment la traduction va se faire, comment la communication va se faire. Alors, avez-vous déjà eu affaire justement à un agent littéraire, c'est-à-dire qui vous dira que ce contrat, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, sans avoir même vu l'auteur. Est-ce que vous appréhendez justement ce cas-là? Oui, justement, nous avions même par le passé eu affaire à des agents littéraires dans ce sens-là. Comme tout à l'heure, je parlais, on doit d'abord, en fait, en tant que maison d'édition, on doit d'abord vérifier que oui, cet agent littéraire est un vrai agent littéraire. On doit d'abord également comprendre dans ses discussions et tout, et discuter avec lui. On répond à cet agent littéraire comme si c'était l'auteur. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Nous répondons comme si c'était l'auteur. Mais dans le cas où nous comprenons que non, il ne peut pas, un auteur ne peut pas répondre de cette façon-là, on peut changer des stratégies, lui demander de nous mettre en contact avec l'auteur. Parce que ce genre de cas également nous est arrivé. Il y a des agents littéraires là qui viennent juste pour leurs intérêts personnels et non pour l'auteur. Oui, il faut, comme par exemple concernant les droits d'auteur, un auteur qui comprend mieux les secteurs du livre, lui, il ne peut pas discuter, peut-être dire que à compte publier un livre à compte d'éditeur et lui, il veut 50%. Là, c'est impossible parce qu'en tant qu'agent littéraire, il est là pour l'intérêt de son auteur. Et non seulement pour l'intérêt de son auteur, il est aussi là pour l'intérêt de son propre intérêt. Lui, il nous propose d'autres stratégies, d'autres contrats, d'autres droits d'auteur, lui, pour 50% à compte d'éditeur. Oui, donc là, on peut vérifier tout ce qu'il veut dire. On vérifie d'abord tout ce qu'il veut dire. On discute en équipe au niveau de la maison d'édition avant de continuer avec lui. Mais quand même, ces gens littéraires, là, ce n'est pas tout le monde qui est. C'est pas tout le monde qui représente fidèlement l'auteur ou qui comprend fidèlement la chose littéraire. Bon, c'est vrai que là, ça dépend du contrat entre l'agent littéraire et son auteur. Et il y a Natacha Odonat, que je salue, qui est là depuis lundi, très assidue, merci infiniment, qui demande, pouvez-vous nous expliquer le rôle de l'agent littéraire, s'il vous plaît? Ce que je vous propose, Natacha, c'est d'être présente dimanche à 15 h. On aura un agent littéraire, notamment Katel Tomo, qui sera là et qui pourra répondre vraiment à toutes les questions liées à l'entité agent littéraire. Mais il faut déjà savoir que l'agent littéraire représente vraiment l'auteur. C'est-à-dire, il représente ses intérêts juridiques, littéraires, et vraiment tout ce qui est intérêt de l'auteur, en fait. C'est ça, grosso modo. Mais dimanche à 15 h, soyez là, s'il vous plaît, et vous pourrez avoir un peu plus d'informations d'un agent littéraire vraiment très expérimenté. Alors, je reviens sur toi, Irène, sur la question de Amina de tout à l'heure, celle de l'argent et communication. Est-ce que le porte-monnaie de l'auteur conditionne aussi le niveau de communication que vous lui apportez chez Tila Africa? Le porte-monnaie de l'auteur ne conditionne pas le niveau de communication de l'auteur. Chaque auteur doit avoir une communication à la hauteur de son contrat, de ce qu'il a signé avec la maison d'édition. Ça, c'est la base. Donc, on ne va pas traiter un auteur qui est plus nanti, mieux qu'un auteur qui, lui, se débrouille parce que non, l'autre se débrouille, l'autre a l'argent. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif ici, c'est de parler du livre parce que c'est le livre qui est mis en avant. Donc, on va communiquer sur les livres de tout un chacun comme on le fait tout le temps, qu'on soit riche ou pas. L'objectif, c'est que la personne, son livre soit accessible, que le public y ait accès facilement, qu'on puisse le lire, qu'il puisse avoir ses dédicaces, qu'il puisse rencontrer ses lecteurs. Bref, il n'y a pas à se sentir frustré, à se demander est-ce que parce que je n'ai pas d'argent, je ne vais pas publier, est-ce que je ne vais pas pouvoir publier dans cette maison D'accord, d'édition. Cynthia. Oui, Pauline.
Oui, Cynthia, la même question. Est-ce que agent, communication, est-ce que le niveau de porte-monnaie, on va dire comme ça, est très important dans la communication ou dans le niveau de travail que vous apportez à vos auteurs? Ok, merci Pauline. Nous travaillons essentiellement à compte d'éditeur et nous pensons sincèrement que, Mm. comme Tila, je pense que c'est Irène de Tila Africa a dit, l'argent, le porte-monnaie de l'auteur n'influence absolument pas notre niveau d'implication en termes de communication. Par contre, quel type de porte-monnaie? C'est un porte-monnaie financier déjà. Personnellement, ça n'affecte pas notre contrat, dans la mesure où c'est un contrat type d'éditeur. Par contre, il y a des auteurs qui peuvent avoir un porte-monnaie social conséquent dans la mesure où ils peuvent être des personnalités connues et des gens qui travaillent beaucoup sur leur image, qui ont déjà une grande habitude des réseaux sociaux, du personal branding. Et pour ces auteurs-là, ceux qui ont par exemple beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est clair que ça aura un impact positif dans la communication parce que ça permet d'avoir accès à un plus large public. Mais nous, les efforts qui émanent de notre côté restent les mêmes. Évidemment, on ne peut pas manager la réputation, plutôt la communication euh, d'un auteur qui n'est pas très présent sur les réseaux sociaux, voire pas du tout, de la même manière qu'on manage celui d'un auteur qui a déjà une certaine image qu'il vend. Mais tout ça, c'est comment gérer. Mais si c'est le porte-monnaie financier, non, absolument rien à voir. Ça n'influence pas du tout notre implication dans la com. La com même de l'ouvrage en lui-même, parce que nous, évidemment, ma réponse est influencée par le fait que chez nous, à Kalara, la communication qu'on fait sur l'ouvrage est très intrinsèquement liée à la communication qu'on fait sur l'auteur. Parce que de nos jours, nous croyons vraiment, nous inspirons vraiment des modèles asiatiques. Nous pensons vraiment que l'œuvre artistique doit être très intrinsèquement liée à la personnalité de l'auteur dans la mesure où on doit vendre une expérience au-delà de vendre des ouvrages au public. Donc, on doit pouvoir vendre un contact aussi. Donc, pour nous, communiquer sur l'ouvrage, ses qualités, le contenu, c'est la base et c'est la même chose pour tout le monde. Maintenant, il y a également le volet manager la personnalité même de l'auteur, de l'écrivain, dans le sens où, voilà, s'il a déjà une forte communauté, quelle est déjà l'image que lui vend et qu'on voit comment on peut adapter avec l'image de notre maison d'édition. Et s'il n'a pas du tout de communauté, commencer à en créer from scratch. Les efforts seront différents, mais c'est justement dans le travail qu'on va déterminer quel type d'effort on doit D'accord. pouvoir fournir, comment orienter la com, etc. D'accord. Et donc, il y a Catel Tomo, notre agent littéraire, qui revient en disant, certains éditeurs craignent que l'agent littéraire ne soit là pour leur mettre des bâtons dans les roues. La plupart des éditeurs préfèrent discuter directement avec l'auteur. Et cela se comprend parfaitement. Toutefois, certains auteurs font appel à un agent car ça les rassure. Ces auteurs-là ne connaissent pas le milieu littéraire et ont besoin d'avoir quelqu'un qui défend leurs intérêts. Et dans la plupart des cas, l'agent littéraire s'entend souvent très bien avec l'éditeur car il connaît. Donc voilà, on retient cela. Donc ça veut dire grosso modo que voilà, si il y a ces refus-là, c'est parce que voilà, les éditeurs ont peur quelque part que leur comment dire ça, comme on dit au Cameroun, leur gombo, leur plus-value ne soit touchée. Merci pour cette contribution, monsieur Tomo. Donc, il y a Amina qui dit il faut éduquer vos auteurs parce qu'ils ne connaissent pas effectivement. Natacha O'Donnell qui dit on le fait, mais ils sont têtus. Mais ils sont têtus. D'accord. Bien, j'aimerais bien savoir. Ok, on a le grand vide-grenier aussi qui a laissé un message. Le grand vide-grenier qui est distributrice et elle sera en ligne demain à 16h. Vous pourrez aussi échanger avec des distributeurs qui dit arrivez-vous vraiment à faire votre travail d'éditeur et d'éditrice, notamment orienter un auteur dans le cadre des contrats mixtes. En d'autres termes, quelle différence d'appréciation ont vos auteurs sur vos suggestions en fonction du type de contrat qu'ils ont signé?
Donc, pour faire plus simple, est-ce que vous arrivez réellement à orienter vos auteurs dans le cadre des contrats mixtes? Et en d'autres termes, quelle différence d'appréciation ont vos auteurs sur vos suggestions en fonction du type de contrat qu'ils ont signé? Et la question s'adresse à vous tous. On va commencer par Ibrahima Bangoura. Ok. Oui. Merci beaucoup. Merci. Moi, je pense que par rapport à cette question, il n'y a pas d'amalgame par rapport à ça. En fait, il y a des auteurs même. Quelquefois, moi, j'ai rencontré des auteurs qui sont venus chez moi, qui ont déposé leur manuscrit, qui m'ont demandé directement le livre là se fait à combien. Eux-mêmes, ils disent cela. Donc, déjà, certains auteurs sont au courant que pour publier un livre, il y a déjà un certain montant à payer pour que le livre soit fait. Donc, je dis non, pour le moment, on ne peut rien dire par rapport à votre livre. Attendez que nous allons d'abord accepter votre livre. Et maintenant, il y a toute une procédure qui rentre en jeu jusqu'à ce que nous avons c'est l'imprimaire, tout ça. Donc, le montant qui doit être payé, vous allez donc savoir ce montant. Mais pour le moment, on ne peut rien vous dire par rapport à ça. Donc, je pense que tout cela, cela est déjà mis en place. Il y a, en fait, il y a deux types d'auteurs qu'on rencontre le plus souvent, si moi je peux dire. Il y a des auteurs qui pour les premiers ouvrages, ils ne connaissent pas du tout l'édition. Donc, ils se disent même sincèrement, je ne connais pas comment ça se passe. Donc, vous le prenez en charge, et il ne connaît pas comment ça se passe, vous le prenez, vous l'accompagnez jusqu'à ce que son livre soit édité. Il y a d'autres qui viennent, peut-être que même ils ont publié ailleurs dans d'autres maisons d'édition. Donc, ils ont vu aussi votre maison d'édition. Donc, ils viennent chez vous pour que vous les accompagniez à ce que leur livre aussi soit publié dans vos rayons. Donc, ceux-là, ils connaissent, ils savent ils savent comment un livre est publié. Donc, eux, ils ont déjà une certaine information, ils ont déjà vécu l'expérience. Donc, ils savent comment vraiment un livre peut être publié. C'est que d'autres ne savent pas du tout. Donc, je pense que tout cela part de l'accompagnement de l'éditeur. Ça part de l'accompagnement de l'éditeur et par rapport au contrat que l'éditeur va soumettre à ses auteurs. Merci. S'ils sont là. Allô? Oui, allô? Moi, je vous entends. Oui. Ok. Je ne sais pas si les autres m'entendent. Peut-être que ce qu'il faut aussi ajouter par rapport à ça, il faut également dire aux auteurs que quand votre public, quelquefois il faut être clair avec eux. Il faut vraiment leur dire que quand votre livre est publié, il y a des droits d'auteur que vous devez gagner. Donc, par exemple, chez nous, quand l'auteur, pour la première impression, l'auteur, l'argent qu'il paye, le montant qu'il paye, c'est un rachat il fait de ces exemplaires. Donc, ces exemplaires-là l'appartiennent. C'est pour lui. C'est à lui de voir comment il va faire avec ces exemplaires. Il peut peut-être les vendre, il peut donner en cadeau. Il fait ce qu'il veut avec. Donc, s'il revend, l'argent qu'il va acquérir par rapport à la vente de ces exemplaires, ça peut même quelquefois dépasser le montant qu'il a investi dans la production de son livre. En attendant que ces droits d'auteur aussi ne commencent en attendant qu'ils commencent à toucher ces droits d'auteur quand ces exemplaires seront vendus dans nos différents rayons ou avec nos différents partenaires. Pauline n'était pas là. Ok, moi personnellement, s'il fallait que je contribue à la question, étant donné que on ne fait pas de compte d'édition à compte mixte, mais au cas où ça adviendrait, qu'on adopte aussi cette stratégie dans l'avenir, je pense que ça ne changerait pas grand-chose à notre politique de vraiment laisser une grande marge d'action à l'auteur en ce qui est de l'étape de création. Parce que, tel que le disait tout à l'heure monsieur
des éditions Guigues, je crois, oui, parce que le commentaire là m'empêche de lire, les noms, excusez-moi. Donc, tel que le disait monsieur l'éditeur de Guigues, l'acceptation même déjà du tapuscrit devrait être très, très, très objective. Je pense que ça détermine beaucoup la relation même à venir entre l'éditeur et l'auteur. C'est qu'est-ce que nous, on veut vraiment publier. Il est évident, du moins je pense que on accepte de publier les livres que quand on ressent, on voit, on détecte le potentiel de ce livre, non seulement le potentiel artistique, le potentiel culturel, mais surtout le potentiel économique. Et donc, c'est surtout quand on a une ligne éditoriale, comme la nôtre, c'est de fait de parler, par exemple, de l'Afrique. Nous mettons beaucoup en avant les récits africains. Si un ouvrage nous parvient, un tapuscrit nous parvient ou un manuscrit nous parvient et qu'il met en avant les récits africains, qu'il est bien écrit, vraiment, peut-être à la limite, peaufiner le style, s'il y a peut-être un problème de style, si l'auteur vient avec un agent littéraire, ce qui ne nous est jamais arrivé, on se dit de prime abord, bon, c'est aussi un filtre de qualité parce que c'est pas aussi n'importe qui réfléchit à avoir un agent littéraire pour l'accompagner ou qui a même les moyens d'avoir un agent littéraire pour l'accompagner. On se dit, ah tiens, ça peut être un gage même de qualité. Donc, on ne sera pas automatiquement sur nos gardes. On se dit, OK, nous, cette histoire nous a intéressés. Donc, l'auteur aura une grosse part dans les discussions pendant la fabrication du livre. De toute façon, on se dit, c'est déjà une histoire qui nous plaît de prime abord. Ça nous a convaincus de prime abord. Maintenant, on se dit, les autres, c'est un peu des détails sur lesquels on peut vraiment, vraiment faire des conseils. D'accord. Gaïa? Gaïa, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Ok, merci. Bon, en ce qui concerne la question ou les questions tout à l'heure d'un des internautes, et au sein de la maison d'édition Guigues, d'abord, nous, en tant que maison d'édition, la Guigues Édition, nous proposons trois différentes formules pour publier un livre d'abord. C'est un peu ça. Si votre livre est accepté, si votre thématique est intéressante, si déjà nous l'acceptons, nous vous proposons trois différentes formules pour publier d'abord un livre. Ça commence à partir de 90 000 jusqu'à 250 000. Et là, ça dépend également des prestations mentionnées dans les contrats d'édition. Chaque auteur qui verra son livre accepté sera obligé de recevoir ces informations-là. Donc, c'est à l'auteur maintenant de lire chaque formule et chaque prestation et de faire une idée. En ce qui concerne l'appréciation de nos auteurs, c'est intéressant. En fait, chaque auteur qui choisit une formule, c'est pour une bonne raison. En fait, l'auteur accepte de publier son livre en choisissant une formule parce qu'il est conscient de cette formule-là. Ça dépend également de son portefeuille, ça dépend également des prestations des auteurs qui souhaitent vraiment que les livres passent dans tous les sens du genre, dans les médias, communication et tout. Il y a également des formules pour ça. Et il y a d'autres qui dépassent des formules déjà construites au sein de la maison d'édition. Donc, tout existe en fait. Mais quand même, nous arrivons souvent à avoir des discussions avec les auteurs sur les contrats d'édition. Mais en fin de compte, nous trouvons toujours des terrains d'entente en ce qui concerne les éléments des prestations. Donc, pour ce qui est de l'appréciation, de faire le travail d'éditeur et aussi en tant qu'accompagnateur, peu importe si c'est l'auteur ou bien l'agent littéraire de l'auteur, en ce qui concerne les contrats d'édition, nous n'avons pas eu un problème majeur ou bien un problème particulier sur ce qui existe dans ces contrats. D'accord, d'accord, merci. On va enchaîner avec vous, Irène. Il nous reste très peu de minutes, donc on va y aller un peu rapidement.
Irène, votre micro est coupé. Ah oui, désolé. Donc, je disais, concernant la question du grand vide-grenier, que je salue déjà de passage, elle parle de suggestion. Est-ce que la suggestion va dépendre du type de contrat? Si je crois comprendre sa question. Le contrat est à part. Les suggestions Bon, là, qu'on va on va donner, s'attarder. ou alors je ne suis pas à la ligne. Allô? Ok. Allô? Allez-y, Irène, allez-y. Ok, d'accord. Donc, les suggestions ne vont pas dépendre On du vous type de entend bien, contrat. allez-y, Irène. Vous m'entendez? Ok. Donc, les suggestions ne vont pas dépendre du type de contrat. Les suggestions dépendent du travail à faire sur le livre. Le contrat, il est le contrat. On a signé un contrat, l'auteur est d'accord. Mais maintenant, quant à ce qu'on doit faire dans le livre, on va le faire avec l'auteur s'il est d'accord. C'est-à-dire s'il y a des améliorations à apporter. À la base, déjà, il doit être informé, il doit être au courant et on va travailler comme ça. Ça ne va pas dépendre s'il a donné de l'argent, si on va donner de l'argent. Non. Ça dépend de ce qu'on a trouvé à améliorer, à changer et on s'entend tous et on commence à travailler. D'accord, d'accord. Merci Cynthia, Ibrahima, Gaïa, Irène. Pour clôturer, ce qu'on va faire, c'est que chacun d'entre vous va présenter en quelques mots sa maison d'édition, donc le lieu, la localisation, et même donner un contact ou deux contacts utiles pour ceux qui voudraient hein, mener l'aventure avec vous ou avec l'un d'entre vous. Je vais commencer par Gaïa. Non, je commence par Ibrahima, qui a des soucis aujourd'hui. Je commence par Ibrahima et après Cynthia, après Gaïa et on va terminer avec Irène. Alors, Ibrahima, en quelques mots, vous présentez votre maison d'édition, vous donnez un ou deux contacts utiles et vous donnez la localisation. Merci beaucoup. Donc, les éditions Wakara, c'est une maison d'édition francophone de droit guinéen qui publie des livres de jeunesse, des manuels scolaires, mais aussi de la littérature générale, donc romans, poésie, nouvelles, essais, et ainsi de suite. Nous sommes donc à Conakry, en République de Guinée, et nous sommes dans la commune de Dixine, pour ceux qui connaissent la Guinée un peu, et nous sommes joignables au plus 224, le 621 98 05 36. Nous avons également une page Facebook. Il suffit juste de taper Édition Wakara, comme ça vous allez nous retrouver. Nous avons également une page LinkedIn, Édition Wakara, vous allez aussi nous trouver. Et nous avons également un site web, éditionwakara.com, et également nous sommes aussi disponibles par rapport à notre site web. Merci. Merci Ibrahima. Cynthia, j'ai oublié l'ordre que j'ai indiqué dès le départ. Donc, Cynthia. Okay. Merci Pauline. Alors, les éditions Kalara, c'est une maison d'édition qui a déjà 3 ans, qui a été créée par des artistes de tous bords et des auteurs donc. Et c'est une maison d'édition transmédia, donc qui a vocation à presque tout le temps adapter tout ouvrage que nous recevons. Et nous sommes d'ailleurs très ouverts aux auteurs amateurs, donc ce seraient les premières publications, parce que c'est aussi ça notre but aussi à caractère social d'octroyer une première expérience professionnelle aussi à certains auteurs pour leur émancipation et artistique et économique. Et donc, nous sommes joignables. Déjà, nous sommes présents sur presque tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Bref, ouais, tous. Je pense qu'il manque que TikTok. Sous quel nom Sous quel nom Sous le nom Kalara. Édition Kalara, okay. C'est ça. Et pour nous contacter ou pour soumettre un projet, juste entrer en contact avec nous, c'est par email, éditionkalara@gmail.com, tout simplement. Et nous répondons assez rapidement. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez épeler édition Kalara? Oui, s'il vous plaît. Donc, édition au pluriel en minuscule, c'est ça? Édition au pluriel, Kalara, Kalara,
@gmail.com. Ça, c'est notre adresse email. Et pareil, édition avec S à la fin et Kalara pour les autres réseaux sociaux, sauf TikTok. Voilà. Ok, c'est super. Gaïa nous a laissé. Alors, Irène, Tila Africa. D'accord. Les éditions Tila Africa, c'est une maison d'édition à la base qui est spécialisée dans les polars, les romans policiers et les thrillers 100% africains. Mais c'est vrai que récemment, nous nous sommes ouverts à d'autres genres, c'est-à-dire la nouvelle et la poésie. Donc, vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Tila Africa. Tila Africa, comme vous entendez, il n'y a rien de super de compliqué dessus. Il y a aussi le Gmail de Tila Africa sur la page Facebook tilaafrica@gmail.com, voilà. Et il y a les numéros que vous allez retrouver sur la page. Vous pouvez écrire à tout moment, voilà, pour des renseignements, pour envoyer vos ouvrages. Bien sûr, les ouvrages s'envoient, je précise, lorsqu'on lance l'appel à texte, parce qu'on ne prend pas les ouvrages tout au long de l'année. Donc, bientôt, il y aura un appel à texte et vous pourrez envoyer tous vos textes lors de cet appel à texte-là. Voilà. Merci. Ok, c'est super. Malheureusement, Gaïa est partie, mais si des gens sont intéressés par son contact, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Messenger ou alors un mail. Nous allons vous communiquer le contact de Gaïa Esaü. Bien, chers acolytes, c'était le 8e échange de la 2e édition du Salon du promoteur littéraire online. Je n'étais pas censée mener la modération, mais j'ai été mandatée par Monsieur Rendebi pour le faire et j'espère que vous avez apprécié l'échange. Nous avions Cynthia Itaba, qui est la directrice de la maison d'édition Transmédia Kalara, Irène Noira, la directrice de Tila Africa, Ibrahima Bangoura, guinéen, le directeur des éditions Wakara et Gaïa Esaü qui nous a quittés à la fin. Ok, il revient là, il va se présenter lui-même. Donc, Gaïa Esaü qui est le directeur des éditions Guigues à Moulvoudaï. Gaïa, vous nous entendez? Gaïa, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Désolé, j'ai reçu vraiment un appel. On m'a vu me manquer parce que c'est l'occasion pour moi de parler, mais j'ai reçu des appels sur ce téléphone. Vraiment, c'est désolé. Voilà. Je pense que je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard déjà. Ok, vous avez donc quelques minutes justement pour présenter la maison d'édition Guigues et donner un ou deux conseils sur les autres. D'accord. Bon, je suis Gaïa Esaü, le directeur général de la maison d'édition Guigues. Guigues Édition est une maison d'édition camerounaise située dans la région de l'extrême nord, c'est dans le nord du pays. Nous proposons tous les services d'édition. Tout ce que vous connaissez en édition, nous proposons. Nos livres sont distribués au Cameroun, en Afrique et à l'étranger parce que nous sommes distribués par de grands diffuseurs de livres à l'échelle internationale, comme Amazon et tous les autres. Peu importe votre pays de résidence, nous pouvons vous acheminer le livre parce que nous avons des imprimeurs partout dans le monde à travers les plateformes aujourd'hui qui distribuent les livres à travers l'Internet. Et également, nous organisons autant d'activités littéraires. Voilà, peu importe là où vous êtes, peu importe où vous avez publié, peu importe là où vous vivez, lorsque nous avons publié votre livre, nous organisons des activités littéraires. Même si vous n'êtes pas présent, nous pouvons parler de votre livre, faire des analyses autour de votre livre, préparer également des invitations dans les médias. Voilà, je crois qu'en quelques mots, c'est un peu ça nos services d'édition. Et également, en ce qui concerne nos contacts, si vous voulez nous contacter, quel est le contact? Vous pouvez toujours nous écrire par WhatsApp au numéro du Cameroun, tout d'abord par l'indicatif du pays, plus 237 695 62 30 27, plus 237 695 62 30 27. Ça, c'est notre WhatsApp. Vous pouvez également contacter la maison d'édition, le secrétariat par mail, guiguesédition@gmail.com. Vous pouvez aller toujours sur Google chercher tout ça. Et nos livres sont disponibles partout. Vous pouvez également nous contacter sur notre page Facebook, Twitter et peu importe d'autres plateformes sociales. Je vous remercie. D'accord, super, merci infiniment à tous. Comme plusieurs le savent déjà, le SAPLO, c'est aussi un mouvement, on va dire comme ça,
pour que les gens créent des liens, qu'il y ait des collaborations professionnelles. Donc, j'espère vivement qu'après le SAPLO, en dehors de Irène et Ibrahima qui ont déjà tissé des liens, que d'autres aussi pourront tisser des liens pour pouvoir vraiment que la littérature soit très, très, très dynamique, que ce soit en Afrique ou même ailleurs. Alors, merci infiniment, chers acolytes, d'avoir été là jusqu'au bout. Merci infiniment, chers panélistes, de nous avoir fait confiance. Le prochain échange, c'est à 16h. Ce sera sous le thème promotion culturelle entre jeux, mots et j'ai oublié l'autre titre. Donc, tout à l'heure, à 16h, avec Gérard Gann, Patterson Duplex, Kadidian Doy et Darius Dada, vous allez pouvoir voir ce que on peut faire avec le livre comme projet, projet initiative dérivée. Bien, passez une belle journée. Pour ceux qui sont au Cameroun et à Douala, je vous donne rendez-vous à 16h30 parce que je vais tenir la modération d'un échange autour de la littérature et de l'intelligence artificielle. Passez une belle journée. Bye bye. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Merci. Merci. On a tout fait.